9 septembre 1919, États-Unis. La Première Guerre mondiale est terminée, mais les nations pensent encore leurs blessures. L'Europe est à moitié détruite. De nouveaux États sont apparus, d'autres ont disparu. L'avenir est incertain. Le président états-unien Woodrow Wilson est en plein discours à l'université Minnesota Armory de Minneapolis. Au détour d'une phrase, il prononce les mots suivants. It is a thick volume containing the charter of the new order of the world. On lui attribuera plus tard la paternité de l'expression New World Order, le nouvel ordre mondial. Une confusion est également faite avec la devise latine Novus Ordo Seclorum, le nouvel ordre séculier, figurant sur le billet d'$1, qui est un extrait des vers des bucoliques du poète Virgile, et l'expression New World Society, utilisée par le sénateur Robert Kennedy lors d'un discours en Afrique du Sud en 1966. C'est en 1974 que l'expression « nouvel ordre mondial » est utilisée pour la première fois afin de désigner une hypothèse du complot. Inspiré par le discours de l'industriel conservateur Robert Welch, le journaliste conservateur Gary Allen publie Rockefeller Campaigning for the New World Order, Rockefeller faire campagne pour le nouvel ordre mondial, terme qu'il utilisera jusqu'à son dernier ouvrage en 1987. Depuis, le terme est indissociable des hypothèses conspirationnistes. Des hypothèses qui se sentiront pousser des ailes après le discours de George Bush Senior le 11 septembre 1990. L'URSS s'effrite, le millénaire touche à sa fin, et le président parle d'un nouvel ordre mondial à venir. Il n'en suffisait pas plus pour allumer la mèche. L'explosion a lieu en 1991, lorsque l'évangéliste et homme d'affaires d'extrême droite Pat Robertson publie son célèbre The New World Order, dans lequel il mélange antisémitisme et venue proche de l'Antéchrist. Durant la même décennie, le Britannique David Icke, à l'origine de la version contemporaine du mythe des reptiliens, reprend lui aussi le concept de nouvel ordre mondial à son compte. À l'instar des Illuminati, le concept de nouvel ordre mondial change de contenu ou de forme selon qui le dénonce. Mais le fond du projet reste cependant le même, celui de la domination mondiale. Juifs, francs-maçons, groupes financiers, extraterrestres, couronne d'Angleterre, satanistes, les responsables du nouvel ordre mondial changent au gré des ouvrages, des pamphlets, des blogs qui cherchent à révéler l'ampleur de ce projet sinistre. Un tel fantasme de domination mondiale teinté de fin du monde et ou d'asservissement des peuples n'est pourtant pas nouveau. Les dénonciations concrètes des ancêtres du nouvel ordre mondial ont envahi le champ politique dès le XIXe siècle. John Nelson Darby, prêtre anglican, fut un des pionniers dans la dénonciation d'un sinistre projet de domination du monde qu'il nommait la fin des temps. Dès 1940, l'occultiste Alice Bailey prédisait la victoire des Alliés contre l'Axe, le retour des maîtres de l'ancienne sagesse et l'avènement de l'ère du Verseau, nouvelle étape de l'évolution humaine en astrologie. Elle est une des pionnières du conspirationnisme New Age qui fera son apparition une trentaine d'années plus tard. La John Birch Society, think tank d'extrême droite fondé en 1958, pointait du doigt les sombres volontés inavouées de gouvernance mondialisée d'organisations économiques telles que la Commission trilatérale ou le Council of Foreign Affairs. Le journaliste états-unien Jim Marrs affirme depuis plusieurs années que plusieurs dignitaires nazis cachés préparent en secret l'établissement d'un quatrième Reich. Les auteurs Stan Deyo et David Icke, ainsi que l'animateur radio Milton Cooper, relatent la domination mondiale de la planète par une race extraterrestre cachée. Ils ne sont cependant pas d'accord sur la race en question. Si ces différentes hypothèses se sont plus ou moins volatilisées dans le temps, c'est parce qu'elles restent l'œuvre de leur créateur. Le mythe des reptiliens relève plus d'un effet de mode inspiré d'anciens récits de science-fiction que d'une conspiration ancrée dans l'inconscient populaire. Le nouvel ordre mondial a, lui, bien été prononcé par un chef d'État. George Bush Senior, alors président des États-Unis, légitimant malgré lui ce qui était jusqu'ici une hypothèse conspirationniste. Et il prononce ces mots au début des années 90, période charnière dans le développement du conspirationnisme contemporain. Là où le terme Illuminati est une invention, puisque le terme d'origine est Illuminé de Bavière, celui du nouvel ordre mondial a bel et bien été prononcé, et même constaté. Est-ce qu'il serait une réalité ? 1940. 34 ans avant Gary Allen, un auteur publie New World Order, Nouvel Ordre Mondial. C'est un essai politique dans lequel il exprime sa volonté d'établir un nouveau projet politique pour l'humanité. Son nom ? H.G. Wells, célèbre romancier de science-fiction.
Nous devons réaliser qu'une fédération politique sans une collectivisation économique concomitante est vouée à l'échec. La tâche du pacifiste, qui désire vraiment un nouveau monde de paix, consiste en une révolution profonde, non seulement politique, mais aussi sociale, plus profonde encore que celle entreprise par les communistes en Russie. La révolution cosmopolite pour un collectivisme mondial, qui est la seule alternative au chaos et à la dégénérescence de l'humanité, doit aller bien plus loin que la révolution russe. Elle se doit d'être plus minutieuse et mieux conçue, et son accomplissement requiert un objectif bien plus héroïque et inébranlable. Le conspirationnisme retiendra moins le projet politique que la phrase suivante. Beaucoup détesteront le nouvel ordre mondial et mourront en protestant contre lui. Une phrase qui sonne comme une menace si on fait abstraction de la suite. Ce que nous ne ferons pas. Beaucoup détesteront le nouvel ordre mondial et mourront en protestant contre lui. Quand nous tentons d'évaluer sa promesse, nous devons garder à l'esprit la détresse d'une génération de mécontents. Wells défendait un programme pacifiste et non guerrier. Si ces mots ont pu sonner de façon hostile, il est aussi possible de les percevoir comme un avertissement, non pas aux mécontents, mais aux acteurs et actrices du changement. Wells reste encore aujourd'hui, pour le plus grand nombre, un auteur de science-fiction, et non un essayiste politique. Ce qu'il faut garder à l'esprit dans la lecture que nous avons de son travail. Le nouvel ordre mondial de Wells est un essai. Ce n'est pas un programme de campagne politique, mais une proposition. Une utopie plus qu'un projet. La question de son impact sur les consciences est difficilement mesurable. Aujourd'hui, on ne trouve guère de commentaires de ce texte. Quelques ouvrages ou blogs conspirationnistes ici ou là. Seraient-ils les seuls à l'avoir compris, ou serions-nous indifférents à la vie politique d'un auteur de science-fiction ? Parce qu'on refuse de voir la menace que représente cet ouvrage, ou parce qu'il est trop ancré dans son époque ? Son contexte étant différent du nôtre, peut-être nous apparaît-il comme obsolète, ou inapte à répondre à nos problématiques contemporaines. N'aurait-on finalement gardé du nouvel ordre mondial que son nom, comme un fantasme de dystopie ? Dystopie. Société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste telle que la conçoit un auteur donné. Depuis le XXe siècle, la crainte d'une domination mondiale par un groupe, une organisation, une secte, une élite ou même une entreprise ont nourri une quantité gargantuesque de récits et d'œuvres en tout genre. Romans, bandes dessinées, films, séries ou jeux vidéo, chaque œuvre relate d'une dystopie différente. Une dystopie que l'on combat, une dystopie que l'on subit, une dystopie qui s'installe ou une dystopie que l'on détruit. Dénonciation déguisée d'une politique contemporaine, avatar de la notion du mal, antagoniste que l'on se plaît à détester et à combattre, ou véritable fascination pour le totalitarisme, autant de nouveaux ordres mondiaux possibles dont la pop culture regorge. Fahrenheit 451, Le meilleur des Highlander 2, Neuromancer, iRobot, Nous autres, Idiocratie, Judge Dredd, L'Incal, La Looper, Servante écarlate, Metropolis, Svastika Night, Minority Report, La Machine s'arrête, Total Recall, Babylon Zero Babies, Theorem, V pour Vendetta, Deus Ex, Marvel Mirror's Edge, 2099, Beyond Good and Evil, 4, Dishonored, Remember Me, Final Futurama, Fantasy VI, 3%, Half-Life 2, Iron Mass Flux, Effect, Dark Metal Angel, Gear Solid, Doctor Who, Firefly, Sliders. Derrière ces nombreuses facettes de la domination, du totalitarisme ou de la dictature, on distingue les contours d'une ombre particulière. Toutes les dystopies ne se ressemblent pas, mais bon nombre d'entre elles semblent hantées par le même spectre. La dystopie, ou le projet d'instauration d'une dystopie, ont de curieux accents faisant écho à un concept politique. Les mots, les expressions, les ambitions, jusqu'aux intonations. All remaining systems will bow to the First Order and will remember this as the last day of the Republic. Un concept politique bien plus présent dans la culture populaire qu'on ne l'imagine. To the fear. I will use that as a weapon to control them and then the world. I will create an empire that will endure for millennia, indestructible and eternal. Naked force has resolved more issues throughout history than any other factor. For an army will be raised. The powerful will be ripped from their decadent nests. Titan was like most planets. Too many mouths, not enough to go around. And when we faced extinction, I offered a solution. Genocide. But random, dispassionate, fair to rich and poor alike. We must all of us, on this train of life, remain in our allotted station. We must each of us occupy
our preordained particular position. Le fascisme, sous de nombreux avatars et de formes différentes, est omniprésent dans la pop culture. Antagoniste favori, grand méchant, incarnation du mal, il offre un cadre hostile et anxiogène parfaitement reconnaissable, quels que soient ses symboles. Mais également une fascination. On se plaît à plonger dans le fascisme, voire à l'incarner dans les mondes du jeu vidéo et du jeu de rôle. Mais de quel fascisme parle-t-on ? Franquisme, rexisme, croix fléchée, phalange, légion, silver shirts, oustaki, action intégraliste, chemise noire, rassemblement national populaire, alliance nationale, flamme tricolore, squadrisme, pétainisme. Il a connu de nombreux noms et bien plus de formes encore. Ce que nous appelons aujourd'hui fascisme regroupe une galaxie de termes et de courants divers à travers l'histoire et le spectre politique. De nos jours, le terme peut même servir d'injure destinée à un détracteur ou un adversaire que l'on souhaiterait diaboliser. Ou qui est véritablement fasciste. Qu'est-ce qui différencie le fascisme politique du fascisme de divertissement ? Celui de la fiction, du faux, de l'imaginaire. Est-ce encore du fascisme s'il ne s'agit que de représentation ? Le terme fascisme s'adapte à tout, parce que même si l'on élimine d'un régime fasciste un ou plusieurs aspects, il sera toujours possible de le reconnaître comme fasciste. Enlevez-lui l'impérialisme et vous aurez Franco et Salazar. Enlevez le colonialisme et vous aurez le fascisme balkanique. Ajoutez au fascisme italien un anticapitalisme radical qui ne fascina jamais Mussolini et vous aurez Ezra Pound. Ajoutez le culte de la mythologie celte et le mysticisme du Graal, totalement étranger au fascisme officiel, et vous aurez l'un des gourous fascistes les plus respectés, Julius Evola. Umberto Eco, reconnaître le fascisme. Si le fascisme, aussi fictif soit-il, est malléable, les différentes représentations que nous en avons dans la pop culture présentent pourtant des similitudes d'une œuvre à l'autre. Esthétique brutaliste ou militarisante, corps viril, tout en force et en sauvagerie, une imagerie du minimum, de l'austère, un squelette rigide d'imaginaire, s'ajoute un lyrisme du cri, de la vocifération, de l'ordre et de la menace, un nationalisme agressif qui soumet bien plus qu'il ne fédère, une hiérarchie des individus et une fascination pour la violence. Cette représentation est parfois consciente, délibérée, comme l'explique John Mollo, le costumier de la trilogie Star Wars, à propos des intentions de George Lucas. Il voulait que les soldats impériaux aient l'air efficaces, totalitaires, fascistes. Et les rebelles, les gentils, devaient ressembler à quelque chose sorti d'un western ou des Marines. Il m'a dit « Tu as une tâche vraiment difficile, parce que je ne veux pas qu'on remarque les costumes. Ils doivent avoir l'air familiers, mais pas trop familiers non plus. » Dans Star Wars, l'esthétique de l'Empire galactique puise principalement dans les régimes totalitaires de la Seconde Guerre mondiale, mais diluée dans d'autres références, allant des uniformes des officiers prussiens de la Première Guerre mondiale aux armures samouraïs, en passant par la coupe des tuniques des cavaliers Ulan d'Europe de l'Est. Avec l'extension d'une nouvelle trilogie en 1999, puis d'une autre en 2015, les inspirations se multiplient. Mais qu'il s'agisse de l'Empire ou du Premier Ordre, l'esthétique fascisante semble donner le ton au visuel de ces films. Il y a également une forme plus inconsciente de figurer le fascisme. Bon nombre des représentations de tout groupe, toute institution, armée, milice, ordre ou gouvernement aux reflets fascisants dans la culture populaire s'abreuvent à la même source. Nuremberg, 1935. Des nuages. Un avion survole une avenue de la ville. Il se pose. Des militants entourent l'avion, le bras tendu. Des femmes aussi. Des enfants. Un homme sort de l'avion. Il sourit. C'est Adolf Hitler. Une voiture arrive. Il salue la foule. Des soldats défilent. Beaucoup de soldats. Des trompettes. Des aigles, des drapeaux, des croix gammées. Le film s'appelle Triumph des Willens, le triomphe de la volonté. C'est une œuvre de propagande de la réalisatrice officielle du Troisième Reich, Leni Riefenstahl. C'est son troisième film pour le régime et probablement son plus célèbre. Si aujourd'hui le film navigue de pages obscures du web à des versions éphémères sur les plateformes de diffusion vidéo, nous en avons bien vu des extraits malgré nous. Le dictateur de Chaplin puise allègrement dans l'imagerie du film, mais c'est une réponse contemporaine et explicite au triomphe de la volonté. Le film de Leni Riefenstahl, riche et innovant en matière de montage et de mise en scène, fut étudié pendant des années dans les écoles de cinéma. Peter Jackson, Ridley Scott, George Lucas ont reconnu s'être inspirés du style de la réalisatrice allemande et en particulier du triomphe de la volonté.
Plusieurs plans de Star Wars Un Nouvel Espoir sont des calques directs de l'œuvre de la réalisatrice allemande. Et si ces réalisateurs ont directement puisé dans les visions de Leni Riefenstahl, d'autres, plus jeunes, se sont inspirés du travail de Jackson, Scott ou Lucas, véhiculant ainsi les mêmes représentations. Une reproduction de reproduction, une imitation d'imitation, nous donnant à voir un spectre de fascisme, comme un souvenir qui s'efface lentement, nous poussant à deviner plus qu'à nous rappeler. D'un film à l'autre se glissent des clins d'œil ou des références plus ou moins explicites. Starship Troopers, Le Roi Lion, Cendrillon, Le Faucon Maltais, Independence Day, Les Gardiens de la Galaxie, et plus récemment Star Wars, Le Réveil de la Force. L'imagerie fascisante que nous connaissons aujourd'hui, reconnaissable sans être immédiatement identifiable, cette imagerie n'est pas une réappropriation ou un détournement de la réalité du fascisme et du nazisme, mais de leur propagande. Notre représentation du fascisme est une représentation faussée. Nous visualisons le fascisme tel qu'il se présentait, tel qu'une personne le présentait. C'est ce qui peut expliquer la fascination que nous avons pour son imagerie. C'est une narration, une mise en scène, et qui plus est une mise en scène saluée, malgré sa dimension propagandiste et toute l'horreur que véhicule le régime nazi. La pop culture serait-elle fasciste ? Le fascisme semble pouvoir être décliné dans l'espace et le temps, arborer toutes les couleurs. Réaliste, futuriste, polar, science-fiction, héroïque fantasy, il n'est pas tant malléable qu'on le dit. Il semble plus proche d'un calque, un filtre, une image, un mode de jeu. Les différents avatars du fascisme de fiction sont d'abord un catalogue d'images, d'archétypes, de figures, plus qu'une véritable idée ou un projet de société. Dans Reconnaître le fascisme, Umberto Eco, qui a grandi dans l'Italie mussolinienne, développe l'idée que le fascisme n'est pas une idéologie constructrice et porteuse d'un projet, mais une accumulation d'images brandies comme des idées. Des façades d'idées, aussi creuses pour un regard extérieur que fascinantes pour un adepte. 14 façades qui constituent les piliers imaginaires d'un édifice politique factice. Il n'est pas nécessaire d'aligner les 14 pour obtenir le fascisme. Eco explique qu'à partir de 4, les voyants sont au rouge. Ce fascisme, qui existait bien avant Mussolini, Eco le nomme Urfascisme. Culte de la tradition, pensée binaire, rejet de la différence, nationalisme, culte de la mort, mépris de la faiblesse, injonction à l'héroïsme, machisme, populisme et quelques autres éléments qui forment l'urfascisme sans s'encombrer des paradoxes et des contradictions qui traversent ce fascisme. Cette possibilité de reconfiguration constante est possible par la structure même du fascisme. Il n'est pas un programme politique porteur d'un projet de construction de société, mais une accumulation de slogans brandis comme des idées. C'est cette même accumulation qui permet à la pop culture de réutiliser régulièrement le spectre du fascisme au gré des œuvres. Le fascisme n'avait rien d'une idéologie monolithique. C'était un collage de diverses idées politiques et philosophiques, fourmillant de contradictions. Peut-on concevoir un mouvement totalitaire qui réunisse la monarchie et la révolution, l'armée royale et la milice personnelle de Mussolini, les privilèges accordés à l'Église et une éducation étatique exaltant la violence, le contrôle de l'État et le libre marché ? Le parti fasciste était né en proclamant ce nouvel ordre révolutionnaire, mais il tirait son financement de propriétaires terriens ultra-conservateurs, qui attendaient une contre-révolution. Le fascisme est un patchwork d'images cousues grossièrement les unes aux autres. Il ne forme ni veste, ni manteau, ni même un drap. C'est vaguement un chiffon, parce que n'importe quel bout de tissu peut servir de chiffon. Le fascisme est une forme sans fond. Dans les situations de crise, de perte de repères, de bouleversement, l'humanité retourne à une spiritualité primitive, faite de culte des idoles et de vénération des images. Eco qualifie lui-même l'urfascisme d'éternel et de primitif. Ce fascisme se caractérise par rapport à ses symboles, placebo d'idées, à son imagerie, à sa forme. C'est ce que pointe Eco du doigt. Le fascisme rejette la pensée. Quoi de plus cohérent alors, pour un mouvement qui promeut l'action et non la réflexion, que de se baser sur sa forme et non son fond ? Si le fascisme se définit par rapport à son image, est-ce que le fasciste se définit lui aussi par rapport aux images ? Quelles images ? Celles qu'il renvoie ? Celles qu'il aimerait renvoyer ? Une image type, comme un moule ? Les trois ? Est-ce qu'il y a un profil fasciste ? En 1950, Theodor Adorno et 3 autres scientifiques réalisent une longue enquête sociale pour le compte de l'American Jewish Committee. Entre approche sociologique, psychologique et anthropologique,
Il s'agit de plusieurs entretiens avec des personnes issues de toutes les catégories sociales et dans de nombreuses situations différentes, allant jusqu'à s'entretenir avec des personnes en prison. Le but de cette enquête est de savoir s'il est possible d'établir ou non un profil type fasciste. La réponse étant évidemment non, les conclusions de l'enquête vont cependant dessiner les contours d'un profil qui serait le plus enclin à adhérer au fascisme. Ce profil sera le titre même de leur enquête, publié sous le nom de « The Authoritarian Personality », la personnalité autoritaire. Fort de plusieurs centaines d'heures d'entretien auprès de plus de 1000 enquêtés, la personnalité autoritaire est un portrait complexe fait de nombreuses strates. Il est possible malgré tout d'en distinguer plusieurs éléments sans trahir ou raccourcir le long travail d'analyse d'Adorno et de ses collègues. Adhésion rigide aux valeurs conventionnelles, tendance à condamner et à vouloir punir, superstition, penser le monde en catégories, binarité, cynisme, virilisme, rejet des marges, déni des causes psychologiques et sociologiques, difficulté à identifier l'autre comme un individu, identification à ses biens matériels, mécanisme du bouc émissaire, réduction du complexe à l'élémentaire, rejet des idées abstraites ou métaphoriques, croyance en un ordre social naturel, dénonciation comme action d'exister, tendance à avoir réponse à tout et à avoir résolu tous les problèmes. Le portrait est bien plus long, avec ses nuances et différents degrés pour chaque élément. Mais une des caractéristiques de la personnalité autoritaire n'a pas encore été évoquée. C'est l'adhésion aux hypothèses conspirationnistes. Car le conspirationnisme, dans sa structure même, évoque la personnalité autoritaire, voire le fascisme. Le conspirationnisme divise en deux, parfois trois catégories. Ceux qui savent, qui ont percé le mystère à jour, et ceux qui voudraient les dominer. Au milieu se trouvent les moutons, complices passifs des dominants. Le conspirationnisme explique tout, et tout de suite. Il retombe toujours sur ses pattes. Dans cette volonté d'expliquer, le conspirationnisme simplifie et ne s'encombre pas des explications historiques, économiques, sociales et culturelles. Il condamne et dénonce. Dénonciation qui est d'ailleurs l'essentiel de son action contre les complots. Il use du cynisme contre ses opposants. Cynisme qui cible également les autres idéaux politiques, socialisme, communisme et même anarchisme, tous traîtres de ne pas avoir réussi à fournir une alternative solide. Une inquiétude récurrente quant à la virilité agonisante ou carrément perdue, et une crainte systématique pour les évolutions de mœurs. Dans Reconnaître le fascisme, Umberto Eco associe fascisme et conspirationnisme, prenant en exemple le New World Order de Pat Robertson. Le fascisme est une nébuleuse, un brouillard plus qu'une zone délimitée. Le conspirationnisme et la personnalité autoritaire ne sont pas au cœur de cette nébuleuse, mais gravitent dans sa périphérie. Une confusion qui permet au complotisme de naviguer en eau trouble, de séduire malgré sa diabolisation par certains. Les symptômes de lourd-fascisme sont nombreux et devraient nous alerter dès leur apparition. On pourrait penser qu'une ou deux de ces caractéristiques se retrouvant isolées au sein d'un projet politique plus vaste suffiraient à éliminer leur aspect fascisant, que ce n'est pas si grave, et puis tu vois le mal partout. Pour Eco, il suffit d'une seule caractéristique pour attirer le fascisme. Il n'est pas forcément présent, mais la porte est grande ouverte. Lourd-fascisme est toujours autour de nous, parfois en civil. Ce serait tellement plus confortable si quelqu'un s'avançait sur la scène du monde pour dire « Je veux rouvrir Auschwitz. Je veux que les chemises noires reviennent parader dans les rues italiennes. » Hélas, la vie n'est pas aussi simple. Lourd-fascisme est susceptible de revenir sous les apparences les plus innocentes. Le virilisme des super-héros, Hercule contemporain, Superman, Captain America, Batman, Aquaman et tant d'autres, l'héroïsme comme injonction à chaque personne, la vision binaire de la narration hollywoodienne, les gentils contre les méchants, et souvent sa simplification en 2 heures d'action, d'enjeux géopolitiques complexes, jusqu'à l'ordre social naturel, souvent la cible des méchants des films, caricatures de révolutionnaires, la pop culture, en reprenant les codes visuels du fascisme, ainsi que des idées réactionnaires, véhicule-t-elle des idées fascistes ? Indirectement, peut-être. Involontairement, sûrement. Quand bien même nous serions fascinés par ce fascisme pop, il reste identifié comme méchant de l'histoire. Avant tout, la pop culture reprend des images qu'elle vide de leur sens, des images déjà vides de sens, car c'est le contexte qui leur donne du sens. Leni Riefenstahl n'était pas une documentariste, mais une propagandiste.
Son travail consistait à fabriquer non pas des images du fascisme, mais l'image même du nazisme. Qu'est-ce que nous dit Disney avec ses épisodes de Star Wars ? La guerre est un business, les oppressions sont partout et la force n'est pas un délire élitiste pour moins de soldats ? Est-ce qu'il y a dénonciation du fascisme à travers le Premier Ordre ? Si oui, alors pourquoi vendre des figurines, des t-shirts ou des jouets représentant ce même ordre ? Et si Disney avait fait comme tout le monde, utiliser des méchants faciles et facilement identifiables ? Si Disney ne vendait pas du fascisme, mais seulement des images, peu importe lesquelles, du moment qu'elles vendent ? Et si Disney se foutait de l'idéologie ? Le fascisme s'est probablement dispersé dans la pop culture. Probablement parce que sa représentation de lui-même était déjà là, accessible, reconnaissable et libre de droit. Autrefois symbole de crainte, de menace, de haine, aujourd'hui il n'est guère plus qu'un trope d'écriture, une couleur, voire une insulte faiblarde, elle-même vidée de son sens. Le fascisme semble ne plus avoir de sens parce qu'il a été utilisé dans tous les sens. Photocopié jusqu'à perdre toutes ses couleurs. Il est un outil de fiction, mais il n'est plus pris au sérieux. Il ne vaut pas plus que le monstre sous le lit pour un adulte. Pourtant, il n'a pas disparu. La petite fille de Mussolini est encore aujourd'hui une figure politique italienne, relativement peu à gauche. Mais nous ne parlons pas du fascisme italien historique. Eco parle d'ourfascisme, d'un fascisme primitif, en apparence éternelle, complice des oppressions et des régimes autoritaires de toutes les époques et de toutes les géographies. Une bête protéiforme qui traverse les années et les kilomètres. Un spectre qui n'est jamais parti. Ce fascisme réel n'est pas très éloigné du fascisme qui occupe la pop culture. Les deux ont en commun d'être une forme sans fond. Eco dit du fascisme qu'il n'a pas d'idéologie, seulement de la rhétorique. Si dans la culture il n'est qu'une petite constellation de symboles identifiés, en histoire, il est un amas d'obsessions qu'il est possible de tordre et de plier selon le contexte. Des obsessions déguisées en idées qui surgissent ici et là, parfois mélangées au milieu d'autres idées. Le fascisme n'a pas de projet, c'est ce qui le rend soluble parmi les autres courants politiques. Le fascisme n'est pas une menace parce qu'il promet la mort et la violence, il est une menace parce qu'il est insaisissable. Il avance avec de nombreux masques. Il faut s'en inquiéter dès les premières étincelles, car une fois l'incendie lancé, il est déjà trop tard. Le fascisme promet une identité simple, efficace, forte, car c'est ainsi qu'il conçoit le monde. Mais quelle identité est-ce, si tout n'est que formule et slogans déguisés en idées, assénés comme des coups contre les esprits ? Le fascisme ne connaît pas les individus, il est un bloc. Le fascisme vous promet d'exister, mais selon un modèle unique, identique à tous. Le fascisme est une absence d'identité. Dans le conspirationnisme et la personnalité autoritaire, dénoncer, c'est exister. Mais si ce qui est dénoncé n'est qu'une hypothèse, ou pire, une construction mentale, quelle identité est-ce là ? Adhérer à une théorie, une idée, ou même se regrouper sous un même symbole, c'est rejoindre un groupe, avoir un sentiment d'appartenance. Si cette adhésion se fait autour d'une théorie faite de sable dans le vent, d'une idée factice ou d'un symbole creux, à quoi appartient-on ? Le fascisme et le conspirationnisme apparaissent tous deux au même endroit, poussent sur le même terreau, éclosent au même moment, celui de la crise identitaire. L'ourfascisme est toujours autour de nous, parfois en civil. Ce serait tellement plus confortable si quelqu'un s'avançait sur la scène du monde pour dire « Je veux rouvrir Auschwitz. Je veux que les chemises noires reviennent parader dans les rues italiennes. » Hélas, la vie n'est pas aussi simple. L'ourfascisme est susceptible de revenir sous les apparences les plus innocentes. Umberto Eco, reconnaître le fascisme.